Tout de suite, le JT. Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. La récente décision de l'administrateur américain Donald Trump d'interdire l'entrée sur son territoire aux ressortissants tchadiens risque d'avoir des répercussions économiques majeures. Ces durcissements diplomatiques compromettent en effet des échanges commerciaux cruciaux, notamment dans le secteur pétrolier et agricole. Mistangar Victor et Diana Nepidimba ici ce commentaire. C'est un véritable coup de massue sur les opérateurs économiques tchadiens. L'interdiction d'accès au territoire américain imposée aux ressortissants du Tchad par le président Donald Trump fait craindre de sérieuses perturbations commerciales. Cette décision, perçue comme une sanction diplomatique, s'annonce comme un véritable frein pour les relations économiques entre les deux pays. Le Tchad, dont l'économie est fortement tributaire de ses exportations, en particulier de son pétrole brut, voit ainsi l'un de ses marchés extérieurs menacé. À titre d'illustration, le pétrole représente à lui seul près de 69,4% des exportations du pays. Viennent ensuite l'or, 25,4%, les graines oléagineuses, 3,78%, ainsi que la gomme arabique, le coton, le sésame, l'arachide, le cuir et d'autres produits bruts destinés au marché américain. Au cours des 5 dernières années, la valeur totale des échanges entre le Tchad et les États-Unis s'est inscrite dans une dynamique ascendante, atteignant 304 milliards de dollars en 2023, dont 124 milliards pour le seul pétrole brut, une croissance qui pourrait brusquement s'inverser avec cette mesure restrictive. Si aucun accord bilatéral de commerce ou d'investissement ne lie formellement les deux pays, les exportations tchadiennes bénéficiaient néanmoins de l'AGOA, African Growth and Opportunity Act, un programme américain qui offre des facilités d'accès au marché américain pour les produits africains, la remise. En cause implicite de ce régime préférentiel pourrait porter un coup fatal aux espoirs de diversification économique du Tchad. Certes, les États-Unis ne figurent pas parmi les partenaires économiques dominants du Tchad, devancés par la Chine, la France, l'Allemagne et la Turquie. Mais les rôles restent stratégiques. Les restrictions d'entrée touchent non seulement les citoyens, mais également les hommes d'affaires, limitant de fait les échanges, les investissements et les opportunités de coopération technique et financière. Cette rupture diplomatique pourrait bien être le prélude à un isolement économique partiel, dont les premières victimes seront les opérateurs tchadiens déjà fragilisés par un contexte régional instable. Le chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est arrivé ce matin à Malabo, en Guinée équatoriale. Il participe à la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Alphonsine Madilem nous fait le point. Le président de la République est accueilli à sa descente de l'avion par le Premier ministre équato-guinéen Manuel Oza Nisio-Nissia. L'objectif de cette mission officielle pour le chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est de prendre part aux côtés de ses homologues à la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CACE. Consolider les acquis de la réforme de la CACE pour accélérer l'intégralité régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale est le thème retenu pour ce sommet. Ces assises de haut niveau permettront aux chefs d'État de poser les jalons des actions concrètes liées à la souveraineté de cette institution régionale. L'occasion pour les leaders africains de la CACE est de discuter également des enjeux politiques, économiques, sociaux en vue de réaliser l'autonomie collective à améliorer le niveau de vie des populations. La communauté tchadienne vivant en Guinée équatoriale s'est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux au maréchal Idriss Déby Itno. Il est à rappeler que la CAC compte 6 membres qui sont l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sao Tomé et le Tchad, qui a pour but de renforcer la coopération harmonieuse et le développement durable dans la région.
Les caniveaux de la ville de Moundou sont actuellement bouchés alors que la saison de pluie est déjà bien installée. Ce problème pourrait entraîner des inondations et d'autres désagréments pour les habitants. Le constat de notre correspondant sur place, Golmem Ali Emmanuel. De Dombao à Mbombaya, en passant par Gueldjem, Djarabé, Dognon ou Mbomia, pour ne citer que ces quartiers, il est regrettable de constater que ces caniveaux sont pour la plupart obstrués par des ordures et déchets divers, souvent déversés par des citoyens inciviques. Cette situation nécessite une intervention rapide pour sensibiliser les populations et prendre des mesures efficaces afin de nettoyer ces infrastructures essentielles. C'est pour faire face à cette situation que les autorités de la commune, en partenariat avec le projet de lutte contre les inondations à Moundou, ont lancé le 27 mai dernier l'opération de curage des caniveaux. Alors que la saison des pluies est déjà entamée, les citoyens s'interrogent sur l'avancement de ce projet crucial pour la lutte contre les inondations, puisque le travail à faire reste immense, car pour eux, il est essentiel de garantir que cette opération soit achevée dans les meilleurs délais afin d'éviter des désagréments. En raison de l'arrivée anticipée de la saison des pluies, il est crucial que chaque citoyen se sente concerné par cette problématique. Chacun est appelé à participer aux actions de nettoyage et de débroussaillage dans son quartier. Il est temps que les populations de la ville de Moundou agissent ensemble pour éviter les désagréments que peuvent causer les caniveaux bouchés. La population de la ville de Doba sombre dans l'obscurité totale depuis plus d'un mois. Le manque d'électricité a beaucoup d'impact sur plusieurs secteurs d'activité. Fierté Ouattara a tendu son micro à quelques habitants. Suivez. Le problème de l'électricité à Doba, on passe de promesse en promesse auprès du... On a appris qu'ils ont trouvé des groupes neufs et ça n'a pas encore fait un mois. Maintenant, on nous a dit que les groupes sont tombés en panne. On nous a promis qu'ils vont passer, faire l'électricité de commun à Doba, mais jusqu'à là, on est sans suite. C'est vraiment lamentable de voir Doba, la ville qui produit du pétrole, on est sans électricité. Ça fait mal. C'est comme vous avez en train de constater ici dans Doba. Il n'y a pas d'électricité. Donc le mieux est qu'ils viennent déplacer leur centrale électrique pour qu'on reste sans électricité. Là, c'est mieux que de rester avec ça. Et à chaque fin du mois, ils amènent des factures. Ils ne disent pas son nom pour que les gens règlent. Donc, on trouve ça normal. Je travaille avec les petits, donc actuellement, vous pouvez regarder ce que je suis venu l'autre soudé. Ça, c'est à bord de l'autre des gaz. Il n'y a pas d'électricité, donc c'est ça qu'on a très bien avec. S'il faut remonter au gouverneur sortant, M. Faïchou Etienne, que nous regrettons vraiment son départ et surtout son implication pour que la population ait de l'électricité. Nos autorités disent qu'il n'y a pas de ravitaillement. Le carburant n'arrive pas, ou que Djarmaya ne livre pas, ou qu'il y a d'autres alternatives qui sont une facilité pour raccorder comme à la province pour avoir de l'électricité. Mais derrière ça encore, il y a vraiment un manque de volonté à ce niveau pour que nous ayons de l'électricité. Et j'ai dit c'est un crime à double niveau puisque Doba, la capitale de l'or noir, nous produisons le pétrole, le brut, qui est donc la dérivée de plusieurs sources d'énergie. Mais comment comprendre que la ville manque d'électricité à ce niveau tous les jours? Donc sans électricité, la ville n'a pas de sens. Donc je demande à l'autorité de voir ce contexte parce que ça ne marche pas du tout. Parce que c'est quelque chose, ça ne doit pas trop jouer. Même si à l'intervalle d'une semaine, cela doit réaliser. Donc il faut absolument la conscience des autorités. Si ces autorités-là, ils prennent la conscience, je sais que voilà, ça ne doit pas durer. Donc je demande leur intervention de voir ça pour que cela arrive dans le bref délai. Vu la situation, quelles sont les pistes des solutions envisageables pour remédier à la situation? Suivez la réponse du général Toké Dadi, délégué du gouvernement auprès de la province du Logone oriental. Jusqu'à là, malheureusement, malgré notre position, la station de Doba n'a que d'abord 2 moteurs
sur nos 3 moteurs qui ensemble font à peine 2 MW. Mais la charge, le besoin de la ville est tel que ces moteurs arrivent difficilement à supporter la charge, n'est-ce pas, en électricité, et ce qui explique qu'ils tombent souvent en panne. Ce qui a fait que nous avons exprimé depuis longtemps le besoin de résoudre le problème de manque d'électricité à Doba avec des solutions beaucoup plus pérennes. La première solution, c'est une promesse du chef de l'État de connecter le réseau électrique de Doba sur Comé. Alors là, c'est la solution idoine, la solution définitive et la solution salutaire pour la ville de Doba. Tant qu'on ne parvient pas à cette situation de connexion, tant qu'on ne parvient pas à résoudre le problème, à construire la connexion entre Comé et Doba, nous ne serons pas épargnés des problèmes d'électricité. Et là, pour votre information, nous avons de bonnes nouvelles, mais jusqu'à là, c'est au niveau des nouvelles. Parce que, quelque part, nous avons appris que le marché de la construction du réseau de connexion est attribué à N'Djamena à une entreprise que je n'ai pas encore le nom. On a bon espoir que dans quelques jours, cette mission ou cette entreprise soit sur le terrain pour entamer les travaux de construction. Ça, c'est la solution définitive et idoine que nous appelons de tous nos voeux, parce que tant que ce problème n'est pas résolu, on n'est pas épargné. D'ici là, nous nous battons avec eux, le ministère de l'Énergie, eux, la direction de la Société nationale d'électricité, pour réparer les moteurs qui sont tombés en panne. Il y a des techniciens qui ont la mission de venir diagnostiquer les 2 moteurs, parce que le premier moteur, on a connu sa panne, c'est l'alternateur, donc c'est la pièce dont je fais cas tout à l'heure, qui vient de N'Djamena. Et les 2 moteurs, il reste à savoir exactement de quoi constituer leur panne. Le mariage, bien que célébré comme une union sacrée et joyeuse, s'accompagne souvent de nombreux défis auxquels les époux doivent faire face dès le premier jour de la vie commune. Les mariés découvrent parfois des aspects des personnalités de l'autre qu'ils ignorent. On fait le point avec Mbainadi Nicolas. Le mariage, faut-il le rappeler, est l'union sacrée entre l'homme et la femme. Mais on se rend compte que cette union présente quelquefois des enjeux individuels et sociétaux majeurs. Parmi les défis majeurs, on retrouve les différences de caractère, d'éducation ou de valeur. Ce sont des éléments qui peuvent provoquer des tensions s'ils ne sont pas gérés avec maturité et communication. Les pressions extérieures telles que les attentes familiales, les contraintes financières ou encore les responsabilités liées à l'éducation des enfants viennent également mettre le couple à l'épreuve. Selon le sociologue, beaucoup se marient par intérêt, chose qui met en mal l'entente dans le couple. Les femmes veulent des hommes qui soient riches, qui aient beaucoup de moyens, qui aient, c'est pas moi, qui vivent dans l'opulence ou soit encore qui aient des biens matériels. Contrairement à d'autres qui n'ont rien, ceux qui ont des moyens sont mieux vus par rapport à ceux qui n'en ont pas. Et l'homme aussi, il vise des intérêts. Vous voyez, l'homme cherche toujours une femme là qui va préparer non seulement des bons repas pour elle, mais qui va veiller sur ses enfants. Ils veulent toujours des femmes qui se battent, qui amènent quelque chose à la maison, qui contribuent. Un autre défi important réside dans la gestion du temps, avec les obligations professionnelles, les tâches domestiques et parfois un rythme de vie effréné. Il devient difficile de préserver des moments de qualité à deux. Or, c'est précisément dans ces instants de complicité que le couple se renforce. En amour, normalement, on ne doit pas parler de domination. Si aujourd'hui, mon mari se met à laver mes habits au vu au su de tout le monde, c'est sûr que dans sa famille, ça va un peu parler. On va dire, mais c'est quelle histoire? Les mariés doivent faire face à l'épreuve du temps. Maintenir l'amour, la tendresse et le respect mutuel malgré les années et les épreuves n'est pas une tâche aisée. Juridiquement, le mariage, ce n'est pas une obligation, c'est un choix. On peut faire le choix de se marier ou le choix de ne pas se marier. Vous avez des gens qui entrent dans des ordres religieux qui ne veulent pas se marier, c'est un choix. Mais vous avez aussi des gens qui ont décidé par choix de ne pas se marier ou se remarier ou se marier simplement parce qu'ils ont vu ce que le mariage
a fait sur leur mère. Ça peut être un traumatisme qui vient de là. Vous avez vécu avec vos parents, vous avez vu comment votre papa a maltraité votre maman. Mais je dis simplement que c'est un choix. Le mariage, faut-il le dire, présente des enjeux multiples, touchant tant d'individus que la société. Il peut être vu comme un acte personnel, mais aussi comme une institution sociale, avec des implications juridiques, économiques et culturelles. Certains enjeux majeurs sont liés au mariage précoce et forcé, à la perception du mariage dans différentes cultures. Le tabac contient de la nicotine qui est très nocive pour la santé. Cette substance est beaucoup plus consommée par les jeunes adolescents qui ignorent les conséquences. Suivez plutôt. Au Tchad, plus particulièrement en milieu jeune, la consommation du tabac prend de l'ampleur. Le constat est désolant alors que le tabac constitue un véritable fléau social et un défi majeur pour la santé publique. La consommation de cette plante se fait dans des lieux interdits. Aux alentours des écoles, dans les hôpitaux, terrains de sport sont devenus des espaces des fumeurs. Le tabagisme au Tchad est un phénomène plus factoriel dont les retombées affectent négativement la société tout entière. Interrogé à ce sujet, Dr Nenodi Mbairo, médecin de la santé publique, donne les explications sur les risques sanitaires liés à la consommation du tabac. Si la personne ne prend pas de conscience pour arrêter, cela peut évoluer vers le cancer du poumon. Parce que les études ont prouvé qu'il y a 30% des cancers sont liés à la consommation du tabac, que ce soit le tabagisme passif ou actif, c'est-à-dire ceux qui consomment directement ou ceux qui inhalent également la fumée. Donc, les deux catégories de personnes sont exposées à ces conséquences. Et au-delà des poumons, il y a d'autres organes, même au niveau de la gorge ou bien au niveau des lèvres. Ça peut créer également des cancers de différents types. Même chez les femmes, le tabac peut créer aussi ce qu'on appelle le cancer des seins. Ça peut également influencer sur la fertilité, que ce soit de l'homme ou bien de la femme. Parce que déjà, il y a plusieurs composantes et même la nicotine peut créer déjà les perturbations au niveau de l'organe féminin ou masculin. Et ça peut provoquer l'infertilité chez l'homme tout comme chez la femme. Et n'oublions pas aussi les fœtus. Les fœtus dont les mamans portent. Parce que s'il y a une femme, par exemple, qui est en grossesse, qui s'expose à la fumée du tabac ou bien qui fume le tabac elle-même, expose non seulement son corps, mais le fœtus également qui est dans son ventre parce que la fumée du tabac traverse sans présélection le placenta et atteint aussi le fœtus. Au Tchad, le tabagisme est un défi à relever au quotidien. Pour minimiser l'effet néfaste sur la santé humaine, il faut une forte sensibilisation tend à décourager les grands consommateurs. Prévoir une action éducative plus étendue à l'échelon familial et prendre conscience de leurs états de santé, car l'effet du tabac affecte presque chaque système de l'organisme et augmente le risque de nombreuses maladies. En e-sport du 6 au 10 juin 2025, 10 matchs amicaux internationaux seront joués au Maroc et dans plusieurs villes du pays. Cette opération d'envergure est rendue possible grâce aux efforts conjoints de la Fédération royale marocaine du football, des autorités locales et des confédérations africaines du football. Voici le commentaire de Kapsom Evaris. Face aux difficultés logistiques rencontrées par plusieurs fédérations africaines, le Maroc joue le rôle de pays hôte, solidaire, offrant à ces nations un cadre d'accueil de haut niveau et des infrastructures aux normes internationales dans la continuité de sa politique et de coopération sportive sud-sud. Ces matchs amicaux représentent une fenêtre stratégique pour les équipes nationales en quête de cohésion, de rodastique et d'évaluation individuelle.
individuelle. À quelques mois des prochaines séances officielles, notamment les qualifications de la Coupe du Monde 2026 et la CAN 2025, ces confrontations offrent une sélectionnaire un laboratoire grandeur nature pour intégrer de nouveaux éléments et de nettoyer leurs choix. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, que le Royaume s'apprête à accueillir, cette série de matchs amicaux fait figure de tests grandeur réels pour les autorités sportives marocaines. Elle permet d'éprouver la capacité d'organisation, la gestion des flux, la coordination des infrastructures et l'accueil des délégations étrangères, autant d'éléments qui pèseront dans la réussite de la CAN. En accueillant ces 10 affiches internationales, dans un espace de temps aussi resserré, le Maroc réaffirme son leadership logistique et diplomatique sur le continent, ainsi que sa volonté affirmée de contribuer activement au développement d'un football africain moderne, structuré et solidaire. Il est à noter que le Tchad joue contre le Kenya à 17h, l'heure du Tchad. De Centrale pharmaceutique d'achat CPA. La CPA tient à rassurer la population concernant le sérum antipionique inobscurci. Un changement récent a été observé dans la notice et le packaging du produit conformément à la notification reçue directement du fabricant. Ces changements concernent notamment la méthode d'administration ajustée à une injection intraveineuse directe de 1 ml lentement pendant 3 minutes minimum par flacon. Nous conformons que toute modification liée au produit a été soigneusement examinée et enregistrée par notre direction. Une nouvelle autorisation de mise sur le marché a été délivrée par la validation de cette documentation pertinente, y compris la certificat d'origine et de contrôle qualité. Ces documents grandissant la conformité du produit aux normes de sécurité et d'efficacité. La CPA reste engagée à assurer la sécurité et la qualité des médicaments contribués dans notre pays. Nous remercions la population pour sa vigilance et sa confiance. Le directeur général, communiqué du presse suite aux événements survenus à l'église baptiste mission numéro 1 de Moursal. L'église porte à la connaissance des autorités administratives et judiciaires et les églises sœurs ce qui suit. Dans la nuit de 15 au 16 avril 2025, le lieu de culte a été violé et scellé le 20 avril 2025 par un groupe de fidèles et des responsables suspendus pour indiscipline. Cet acte de vandalisme a empêché la célébration du culte de la résurrection du Christ. Face à cette situation, les avocats constitués de l'Église ont saisi le président du tribunal afin de trouver une solution. En date de 12 mai, l'ATEBAM a formé d'autres oppositions. Le 6 mai, elle a introduit une requête auprès du même tribunal pour obtenir la suspension et l'exclusion du pasteur ainsi que les membres. Vu ces différends, un comité ad hoc a été mis sur pied pour assurer la gestion et la célébration des cultes. Malgré une ordonnance de cessation en vigueur à ce jour, l'ATEBAM a obtenu une nouvelle ordonnance du tribunal le 4 juin 2025 désignant le pasteur Mangajan comme administrateur, chose qui a vu une opposition du côté du comité d'ad hoc. Toutefois, le comité tient informé que la présence du pasteur et les membres de l'ATEBAM dans les locaux de l'Église est considéré comme un acte de rébellion. Le comité d'ad hoc de gestion de l'Église. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes. Bonsoir.